Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du lien qu'il y a entre ces deux récits, en fait, ce beau-père qui arrive et ce Lord Craven qui accomplit toutes sortes d'exploits? En fait, c'est en 1969, dans la banlieue de Londres, il y a les fonctionnaires des services sociaux qui donc livrent un vieil homme qui a quand même encore de beaux restes, qui ressemble à un vieux lion, dans une famille qui est une famille ouvrière de la banlieue londonienne. Et ce vieux monsieur qui semble amnésique, qui ne reconnaît même pas sa fille, va avoir des espèces de flash en voyant par exemple la pochette de Sgt Pepper avec une tenue victorienne, ou en écoutant certaines musiques, en voyant l'album de Led Zeppelin, évidemment, le Zeppelin, il va avoir l'impression que quand il était jeune, il faisait partie d'une Angleterre merveilleuse, où avec l'aide de celui qu'on n'appelle pas Sherlock Holmes, c'est celui qu'on n'appelle pas Tarzan, mais bon, c'est eux, de cette Angleterre merveilleuse où il luttait contre Peter Pan, parce que Peter Pan aurait été mauvais, méchant, alors que le capitaine Crochet était quelqu'un de bien, au service de la reine Victoria, etc. Et il va s'en persuader jusqu'à essayer d'enquêter sur ça, mais évidemment, dans le Londres de 69, personne ne se rappelle de ça, sauf qu'il a raison. Et votre beau-père est donc dans la famille de Georges, et Georges n'est quand même pas une lumière. Il confond Rousseau, le philosophe, enfin, il parle de Rousseau en disant qu'il n'était quand même pas très bon comme peintre. Et évidemment, c'est pas Rousseau le philosophe, c'est le douanier Rousseau. Vous vous amusez bien sûr avec les codes, mais du coup ça s'adresse aussi à un certain lecteur, non? Celui qui va décoder les codes pour savoir de quoi vous parlez et pour pouvoir en rire, non? Alors, c'est un mauvais procès à Georges, parce que dans la mission qui les amène dans la Russie bolchevique, le seul à avoir appris le russe en méthode rapide en une nuit, c'est Georges. Donc ils sont obligés d'embarquer son gendre qui est une brute Union soviétique. Oui, ben, en fait, c'est le roman, il est... Moi j'ai toujours vu ça comme une espèce de collage pop. Il y a toute la littérature populaire, il y a de Sissi justement à Zorro, à James Bond, à des personnages moins connus comme Département S, Flint, Batman, etc. J'ai voulu me faire plaisir, heureusement j'ai un éditeur qui a suivi, et je voulais qu'il y ait tout, absolument tout. Par exemple, d'une édition à l'autre, la première fois j'étais pas très content parce qu'il manquait une poursuite de ski, elle-même suivie par une avalanche, ce que j'avais vu dans un film d'espionnage de série B quand j'étais enfant, j'avais adoré ça. Je me suis rendu compte que le roman était imparfait, il manquait ça. Et heureusement, auprès d'une réédition, j'ai rajouté quand même. Et je me sentais mieux, moralement c'était indéfendable, il n'y avait pas de poursuite de ski avec avalanche. Voilà, pour moi c'est amusant, enfin c'est pas qu'amusant parce que c'est aussi en même temps noir, et puis toute proportion gardée, ce collage pop c'est avec des gens ça laisse tous des gens que j'admire comme Alan Moore ou Grant Morrison, c'est cette génération un peu plus âgée qui ont aimé les comics, qui ont aimé l'âge d'or des comics, qui ont aimé la folie de l'âge d'argent des bandes dessinées américaines, et que oui, c'est une mixture, une plaisanterie pop. Chez vous deux, il est question d'un empire. C'est une forme pratique pour le steampunk, une forme politique pratique? Moi, je voulais un univers français, en fait, pour pouvoir utiliser toutes les références françaises. Et le méchant, entre guillemets, de notre histoire, pour moi, ça reste Napoléon. Alors bon, bien sûr, tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est en fait le retour de bâton après la Révolution, l'autoritarisme, une sorte de progrès, mais de progrès autoritaire, donc en fait un progrès qui n'en est pas peut-être un. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé l'Empire français, d'autant plus que mon Empire français en fait se calque sur l'Empire victorien, puisque chez moi Napoléon II est en fait le décalque de la reine qui a occupé tout le 19e. Et puis moi, pour le coup, ça permettait de coller au plus près du vrai Peter Pan, parce que j'ai aussi intégré tous les personnages
de James Matthew Barry, dont certains qui ne sont pas très connus. Et la reine des fées, la reine Victoria, c'était un coup de chance évident, donc il fallait que j'en tire bénéfice. Donc ça peut être que l'Empire victorien. Parce que chez vous, la reine Victoria est aussi une fée. Enfin, elle est sous l'emprise des fées et elle est devenue immortelle, mais elle paye un certain prix quand même pour ça. Dans l'Empire électrique, Sherlock Holmes sort de prison et on va voir, enfin vous pouvez bien sûr nous expliquer un petit peu le cadre de cette première nouvelle. Parce qu'on va voir après que chez Cécile Duquesne, en fait c'est la planète entière qui est une prison. Alors oui, la prison en fait, je me rends compte après coup, est assez présente dans l'Empire électrique, puisqu'on a plusieurs personnages qui soit sont en prison, soit en sortent. Sherlock Holmes a osé critiquer l'empereur dans un journal clandestin. Alors tout détective génial qu'il est, il a terminé au bagne. Et alors qu'il sort du bagne, ce n'est pas d'ailleurs pour bonne conduite, hein, c'est parce que l'empereur veut l'utiliser, veut traquer un autre résistant, peut-être encore plus génial que Sherlock Holmes, puisque celui-ci échappe à la police française. Donc pour le traquer, l'empereur veut obliger Sherlock Holmes à enquêter pour son compte. Donc Sherlock Holmes n'aura pas avec lui le célèbre Watson, mais un officier Edmond Gérard, qui apparaissait dans l'extrait que vous avez lu, Edmond Gérard qui va suivre Sherlock Holmes avec ses gros sourcils et son caractère français, éveillé à ce que Sherlock fasse le boulot pour lequel il a été sorti du bagne. Et la collaboration finalement se passe pas trop mal. Ça vous verrez, hein, mais les petites remarques français-anglais, de rivalité entre français et anglais, j'ai beaucoup aimé les écrire. Celui Sherlock Holmes, c'est d'origine française. Hein. Oui, tout à fait, oui. Exactement. Donc, d'ailleurs, il a l'arrogance française, on reconnaît bien cela. Et il parle français, non? Et il parle français, oui d'ailleurs, mais il répond vertement à son geôlier, qui lui dit « Vous parlez très bien français » pour un anglais qui déteste les français. Il répond « Je parle anglais à mes amis ». Ce qu'il veut te dire. Le deuxième personnage qui est au bagne, c'est Gavroche, puisque dans ce tome, Gavroche a échappé aux barricades et se trouve donc être un révolutionnaire endurci qui prône la République. Pas de chance, il est dans un univers dominé par les descendants de Napoléon, et donc il est envoyé dans un pénitencier creusé sous terre, dans le désert le plus chaud du monde, le désert de Tanami, en Australie, qui est dirigé en plus par une intelligence artificielle. Donc c'est un pénitencier dont on ne sort pas, ce que Gavroche, lui, il va essayer. Alors, merci pour la transition, puisqu'on est effectivement, on s'approche de plus en plus du monde de Cécile Duquesne, qui est la planète Bagne. Et je vais vous lire aussi un petit extrait, presque au début. Elle était là. Lorsqu'elle entra, les regards voilés par les vapeurs d'alcool se fixèrent sur sa silhouette. Il fallut le claquement du vent dans son long manteau brun pour que quelques-uns remarquent son allure féminine. Une fraction de seconde plus tard, il notait les holsters vides. Le temps qu'il lève les yeux vers le visage caché par un foulard écarlate, au-dessus duquel un regard céruléen les fusillait déjà, elle avait pointé ses 2 colts biselés sur l'assistance. « Black reste ici, les autres ont 60 secondes pour sortir. 59, 58, 57. » L'endroit n'était pas très grand, la voix de Lady Bang portait, et son apparition était suffisamment surprenante pour qu'il suspende l'éclusage méthodique des réserves de Torboyau. Au fond du saloon, non loin de la fenêtre surveillée par Renaud, Black souriait. « Lady Bang, ça par exemple. » La jeune femme considéra d'un air sévère l'homme en loques qui levait sa bouteille en guise de salut. Ses sourcils bruns, déjà naturellement incurvés, se froncèrent encore davantage au-dessus de ses yeux en amande. Malgré les cernes et la marque ronde des lunettes de conduite, son regard bleu restait d'une beauté froide et fascinante. Une véritable apparition, un fantôme de chair impitoyable à la hauteur de sa réputation. Aussi froide que la mort, songea Renaud. Lady Bang n'avait pas l'habitude de laisser de survivants.